Fabrice, D'accord. tu présentes? Vous me dites quand je peux y aller. Bonsoir à toutes et tous. Merci d'être présents ce soir. J'accueille mon collègue Romain et puis surtout Mathieu, qui est notre kiné marseillais. On a choisi un petit kiné marseillais ce soir. On se dit que c'était proche des vacances. Il a l'accent du sud. On sent les cigales et le rosé qui est pas loin. Donc, on s'est dit qu'on allait, avant la trêve estivale, finir avec Mathieu qui va nous présenter un webinar super intéressant sur les kinés du sport. Il va se présenter après sur Marseille et donc la reprise de la course suite à des pathologies, lui, ce qu'il met en place et il va nous présenter tout ça. Romain, bonsoir. Mathieu, bonsoir. Bonsoir à tous. Salut Fabrice. Bonsoir salut Romain. Mathieu. Bonsoir Fabrice. On attend encore une ou deux minutes et puis à 33, on peut y aller. Ouais. D'accord, c'est parfait. Bon, tu peux peut-être commencer à te présenter, Mathieu, comme ça va être... Ouais, exactement, ouais. Bonne idée. Oui, bonjour pour ceux qui sont là. Donc moi, je m'appelle Mathieu de la Rosière. Je suis masseur kinésithérapeute, kinésithérapeute du sport. Avant d'être kiné, j'étais cycliste professionnel, puis manager d'une équipe. Et il y a maintenant 6-7 ans, je me suis réorienté comme kiné. C'était ma passion. Je suis notamment passé au centre de formation de l'Atlético Madrid. J'étais kiné de l'équipe professionnelle cycliste Delco ou de la Fédération paralympique espagnole. Et j'ai toujours été passionné de course à pied. Donc, c'est quelque chose que je pratiquais déjà les hivers quand je courais. Et donc, quand je me suis lancé dans la kinésithérapie, j'ai fait les formations, par exemple, de la clinique du coureur ou de kinésport, parce que c'est un domaine qui me plaisait beaucoup. Donc maintenant, je cours en club et je fais des 10 km, des semi-marathons et un peu de trail, en évitant de me blesser, comme beaucoup. Je pense que tu peux commencer, Mathieu, tranquillement, parce que les gens vont en venir au fur et à mesure. Allez, parfait, je me lance. Donc voilà, comme je me suis présenté avant, donc c'est mon petit parcours dans le sport. Donc maintenant, ça fait 4 ans que je suis kiné du sport. Donc là, je travaille en libéral à Marseille dans une clinique et parfois avec des équipes ou avec des sportifs sur le terrain. Donc je vais introduire un peu le sujet. Donc la course à pied est un sport toujours plus populaire. Les 20 dernières années, il y a vraiment une explosion du nombre de coureurs, que ce soit en compétition ou au niveau loisir, sur toutes les distances, que ce soit du court à l'ultra. Le gros problème qui se pose, c'est que 80% des coureurs se blessent à un moment ou à un autre. Voilà, ça, c'est des chiffres qui sortent dans la littérature scientifique et c'est vraiment une fourchette minimum. Ça va même plus haut que ça. Et ce qu'on note qui est assez intéressant à prendre en compte, c'est que 50% des coureurs, donc un coureur sur deux, se blesse chaque année, avec des blessures comme le syndrome fémoro-patellaire, le syndrome de la bande latino-tibiale, l'entorse de cheville, la pérostite, la tendinopathie d'Achille, la fasciapathie, notamment, qui sont les blessures les plus courantes. Ce qui interpelle et ce que les gens ne savent pas forcément, c'est que 80% de ces blessures sont dues pour une mauvaise gestion de charge d'entraînement. On en fait trop vite, le corps n'est pas assez prêt. Et c'est pareil dans la reprise de la course à pied après une blessure, une pathologie, une opération, une chirurgie. Voilà, généralement, on veut aller trop vite, on veut reprendre à courir parce que ça paraît normal de courir 1 heure. Mais courir 1 heure, c'est 10 000 sauts sur une jambe, 5 000 sauts sur cheveux. Donc, si on dit à un patient, fais-moi 10 000 sauts sur une jambe, il va nous prendre pour un fou. Mais pour lui, aller courir 1 heure, ça lui paraît normal. Par contre, de notre côté, les bénéfices de santé de la course à pied sont indéniables à tous les niveaux, au niveau mental, au niveau physique. On a une grosse diminution du risque de maladie, de mort subite. Donc, ça serait dommage de se priver de ces bienfaits et de la facilité d'aller courir. Donc, je vais vous présenter d'abord les critères qui me permettent de valider une reprise de la course à pied. Après, ce que je fais en analyse sur tapis ou sur le terrain, comment effectuer une reprise de la course à pied et les exercices complémentaires. Donc, voilà, je vais vous introduire quelques exercices. Et au fil du webinaire, je vous parlerai de la solution DigitSol, de la décimale connectée que j'ai introduit dans ma pratique et que j'utilise au quotidien. Donc, ce qui me paraît important maintenant, c'est qu'on s'éloigne de plus en plus des critères temporels pour les reprises de blessures, pour les reprises de course à pied après une blessure. Donc, avant, on avait tendance à dire, ouais, bon, il a passé 3 semaines pour une entorse de cheville ou 3 mois pour un ligament croisé. Ouais, il doit être pas trop mal, il peut courir. Mais est-ce que c'est la même reprise pour quelqu'un de 55 ans qui fait un futsal le dimanche ou un footballeur de haut niveau de 20 ans? Donc, je ne pense pas. Donc maintenant, on va essayer de chercher dans la littérature scientifique quelques critères qui nous permettent de reprendre la course à pied en toute certitude. Donc moi, j'utilise l'article de Rambaud en 2018 qui nous dit que pour reprendre après une chirurgie du ligament croisé antérieur, ce qui est important, ce n'est pas le temps, mais c'est que la douleur soit inférieure à 2/10 sur l'échelle visuelle analogique, c'est que l'amplitude en flexion soit de 95% du côté non opéré, que l'extension active du genou soit totale. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va chercher dans les premières phases. Pas de gonflement œdème. Nous, de toute façon, on ne fonctionne jamais avec un genou gonflé. On essaie toujours que le genou soit sec avant de faire quoi que ce soit dans la rééducation.
La force isométrique des ischio-jambiers et du quadriceps, minimum 75% du côté non opéré. Nous, on utilise des dynamomètres manuels qui peuvent se mettre soit avec un câble comme ça, soit qu'on vient caler, par exemple, sur une machine à leg extension. On essaie aussi d'évaluer dans cette même manière, de manière objective, toutes les forces aussi en abduction, adduction, extension de hanche, pour partir sur une base fiable. Après, on va faire que des tests dynamiques, donc du single leg squat, donc du squat sur une jambe, ou du step up, monter sur step, sans augmentation du valgus de genou. Pour l'entorse de cheville, voilà, il y a moins de critères, il y a moins de consensus, mais ça me paraît intéressant d'utiliser le même type de critères. Donc, une douleur inférieure à 2 sur 10 sur les VA. Lunge test, c'est la petite image que vous pouvez voir ici en bas à droite. Il faut se mettre le plus près possible du mur avec le pied et aller essayer de toucher avec le genou. On essaie aussi qu'il n'y ait pas de gonflement d'œdème. On peut faire un petit 8 avec 1 mètre comme ça pour voir qu'on a diminué au niveau de l'œdème. Et la force isométrique, minimum 75% du côté non lésé. On va aussi faire un single leg squat et essayer de voir qu'on n'a pas un effondrement du pied, donc une pronation. En haut à droite, vous pouvez voir l'Y balance test, qui est un test d'équilibre et de force. On va essayer de chercher le plus loin possible dans toutes les directions. Et on va essayer aussi d'être à entre 70 et 80% du côté non opéré. Enfin, on a le BESS, qui est un test d'équilibre postural, où on va essayer d'aller chercher un équilibre sur une jambe, d'abord sur surface stable avec les yeux ouverts, après sur surface stable avec les yeux fermés, et après sur surface stable et instable avec les yeux ouverts et fermés. Donc moi, ce que j'utilise comme critère de base, c'est déjà que la marche soit sans douleur. Donc généralement, maintenant j'ai l'opportunité d'analyser la marche. Avant, je regardais un peu sur tapis. Après, on va faire des petits exercices sur trampoline, des exercices préparatoires et des sauts. Donc je vous laisse voir la vidéo. Tranquillement, voilà, petit tapis comme si tu courais, un petit peu plus dynamique progressivement. Donc voilà, ça peut être ça. Après des petits sauts avec les 2 pieds ou des appuis de plus en plus dynamiques et de venir stabiliser sur une jambe. Donc au niveau des exercices préparatoires, j'utilise ces exercices sur tapis. Vas-y, viens bien pousser fort, bien chercher en avant. Voilà, on peut voir celui. Tu vas pousser fort sur l'arrière, parfait. Vas-y, viens bien pousser fort, bien chercher en avant. Voilà, donc on vient pousser au niveau de l'arrière sur tapis pour travailler justement cette propulsion et ce déroulé du pas. Là, c'est un exercice de contrôle du valgus dynamique. Donc, on utilise pas mal des enroulements d'élastique en rotation. Voilà, de travailler la rotation en essayant de ne pas avoir de valgus comme ça. Enfin, sur le 3e exercice, c'est un exercice un peu plus dynamique. Voilà. Je baisse un peu le son, un exercice un peu plus dynamique. On va chercher ce même mouvement de la course à pied, cette même amplitude. Voilà. Nous, on a la chance au cabinet d'utiliser l'Halter-G, qui est un tapis qui nous permet de fonctionner sans la gravité. Donc, dans les premières phases, j'utilise aussi pour avoir la biomécanique de la course, mais sans les impacts. Donc, ça nous permet de commencer à 60% au moins du poids du corps et aller travailler le schéma de course. Donc, parallèlement à ça, j'utilise aussi un travail cardiovasculaire. Donc, sur du vélo à bras, du vélo statique, du battle rope, de la boxe, ça peut être du vélo dès que c'est possible, de la natation, du rameur, déjà pour que le sportif arrive en meilleures conditions quand il va reprendre la course, mais aussi le fait de réaliser un travail cardiovasculaire va nous permettre d'avoir un meilleur apport sanguin dans tout le corps et donc dans la zone lésée et une meilleure cicatrisation. Donc, on essaie toujours de garder une bonne stabilité du centre du corps tout au long de la rééducation et de gérer ça. Voilà. Ça peut être en isométrique. Là, par exemple, c'était un footballeur qui a été opéré du ligament croisé. Et dès les premières phases, on a fait ça. Et en test de reprise à son équipe, il était avec les meilleurs parce qu'il n'avait pas perdu physiquement. Donc, j'utilise pas mal les zones de Frédéric Grapp, qui sont des zones du vélo, pour partir d'une zone en vert d'endurance légère, en continu, monter progressivement en intensité sur une zone où on va faire des 10 minutes en continu. Et souvent, les patients ont du mal parce que quand ils montent sur le vélo en échauffement ou ils sont habitués à faire très léger, alors que du coup, dès qu'on leur donne un peu d'exercice comme ça, ils ont un peu plus de mal. Donc, on va aller chercher l'endurance soutenue en phase 3, exercice pyramidal 4-3-2-1 par exemple. Après, l'endurance critique, par exemple, sur du 10 x 40-20, la PMA où la conversation est très difficile et douleurs musculaires sur du 9 x 1 minute. Et tout au long de la rééducation, des efforts max comme des 4 x 30 secondes ou des 10 x 7 secondes. J'aime beaucoup ce tableau de Thomas Laure-Blanchet qui est appliqué à la course aussi, parce que c'est les mêmes zones, mais corrélées au ressenti d'effort, par exemple, ou aux zones sur ultra. Donc, par exemple, quand le patient connaît son allure sur semi-marathon, 5 km ou 10 km,
ça lui permet de voir dans quelle zone il est et de gérer par rapport à ça ces exercices. Donc voilà, les mêmes zones et avec le ressenti d'effort. Donc c'est bien que le patient apprenne à se connaître là-dessus. Donc moi, ce que j'utilise au cabinet, c'est des semelles, voilà, une solution de semelles connectées qui me permet pour le suivi et l'analyse de mes patients. Donc là, par exemple, c'est l'analyse d'une marche. Je ne vous ai pas mis tous les paramètres, parce qu'il y a 25 paramètres, c'est très complet, même si c'est très intuitif et très facile à prendre en main. Mais là, par exemple, c'est un patient, voilà, on va le suivre un peu au long de ce webinaire, un patient qui a une rupture du ligament croisé. Il avait déjà eu de l'autre côté, donc c'était bilatéral. Et donc sur la gauche, la gateline, c'est le déroulé dynamique du pas. Donc là, c'est quand il met son pied en charge. Et là, c'est la propulsion. Donc là, on peut voir que les temps sont assez faibles. Voilà, il y a souvent des valeurs et ça nous permet de voir dans quelle valeur on se situe. Là, au niveau des zones, c'est la vitesse d'oscillation au moment de la propulsion. Donc la répartition au moment où il décolle le pied entre la force au niveau des fléchisseurs de hanche et des fléchisseurs plantaires. Donc là, on voit que comme il a un peu c'était la première phase, il avait un peu du mal à étendre son genou. Donc il avait tendance à beaucoup le faire avec les fléchisseurs avec les muscles de la hanche et pas avec les muscles du pied. On peut voir aussi, voilà, sur ce déroulé dynamique du pas, qu'il y a une très faible propulsion sur le côté droite, en fait, le vert, c'est la zone, c'est le déroulé normal du pas selon les données de la littérature scientifique. Donc, on pose le pied un petit peu vers l'extérieur, on vient dérouler à l'intérieur, il y a une légère pronation au moment de la propulsion avec le fléchisseur du gros orteil. Donc, on voit que là, il a tendance à avoir un pied qui s'effondre vers l'intérieur, donc il va forcément pouvoir donner plus de contraintes au genou. Un pied qui s'effondre vers l'extérieur, un peu plus de pronation, donc un valgus de genou, un peu de rotation externe. Donc, c'est quelque chose qu'on va traiter dans les premières phases avant de reprendre la course à pied. Donc, ça me permet aussi d'avoir déjà sur la marche ces angles. Bon, là, on voit que c'est pas mal. Voilà, ça, c'est l'angle de figue, donc c'est l'angle d'ouverture du pas. Des fois, quand on a un angle très ouvert, c'est quelque chose aussi qui va pouvoir nous donner encore plus de pronation, d'instabilité au niveau du pied. Juste que je ne vous ai pas précisé avant, c'est l'écart entre ces deux lignes. Donc, ça, c'est la pose d'un côté et de l'autre. Donc, plus l'angle est élevé, plus le pas est instable. Donc, on peut voir qu'il a gardé quand même une instabilité des deux côtés. Donc, on va essayer de travailler bilatéralement pour travailler la stabilité de son pied. Et donc, on a aussi le fauchage pour voir si le patient compense, que s'il a du mal à fléchir le genou et qu'il a tendance à faire une abduction de hanche. La hauteur du pas, c'est très important, voilà, chez les personnes âgées, mais aussi chez les sportifs. Un pas rasant, si on a du mal à venir fléchir le genou, ça va être aussi un bon indicateur. Et les angles à l'atterrissage et au décollage du pied. Au niveau de l'analyse de la course, ce que je vais aller chercher dans un premier temps, c'est de demander au sportif s'il est habitué à courir sur tapis et s'il est avec ses chaussures qui court. Quelqu'un qui est en Santiago ou en Tong, on ne va pas le faire courir, bien sûr. Donc, moi, ce que j'utilisais sur tapis, c'est une application qui s'appelle Tap Tempo. Il suffit de taper sur le doigt. Bon, ça, par contre, on ne peut pas filmer en même temps parce qu'il faut taper. Ça nous donne la cadence. On essaie aussi d'écouter le bruit pour voir s'il y a une grosse force d'impact au niveau du sol. Et après, je commence d'abord de derrière en regardant des pieds jusqu'à la tête. D'abord, donc, s'il y a une stabilité et là, il y a une pronation du pied, un valgus varus de genou, une adduction de hanche. S'il y a un croisement de la ligne médiane, un effondrement du bassin. Et maintenant, voilà. Et après, je vais regarder de côté, voir l'oscillation au niveau des bras. Pareil, si ce bassin s'effondre, le niveau de flexion, extension du genou et l'attaque, si elle est arrière-pied, médio-pied ou avant-pied. Donc maintenant, j'ai l'apport des semelles connectées qui me permettent d'avoir toutes ces données directement sans avoir à taper sur mon application ou à essayer d'écouter parce que le bruit d'un tapis à l'autre, ça change complètement. Il faut connaître sur son tapis, mais d'un tapis à l'autre, ça peut changer vraiment pas mal. Donc voilà, je vais vous montrer une petite analyse. On essaie de filmer au ralenti. Là, je lui ai mis les semelles connectées. Donc, ce qui est bien, c'est qu'avec les semelles connectées, en 10 minutes, j'ai l'analyse de la course. En 2-3 minutes, j'ai l'analyse de la marche. Donc, c'est quelque chose que je peux répéter très fréquemment au niveau du suivi. Ça me prend à peu près 1 minute pour entrer les données du patient. Et le patient attaque à courir. Voilà, derrière, je vous laisse regarder un petit peu si vous voyez quelque chose. Ce qui est important, c'est les grosses choses. Si son coude bouge un tout petit peu vers la droite, tout ça, chacun a sa biomécanique de course différente. Ce n'est pas des choses qui vont être très, très importantes. Voilà, donc analyse de vue latérale aussi. On essaie de voir s'il a une bonne extension, s'il vient bien propulser au niveau du grand fessier, la façon dont il vient impacter au niveau du sol, s'il est relâché au niveau du bassin. Légèrement, on filme un peu plus longtemps, mais voilà, je ne voulais pas rendre la vidéo trop longue non plus. Là, on avait déjà fait un gros travail sur haltère G, un travail du pied.
voilà, c'est un footballeur qui a été opéré du ligament croisé, mais son but, il avait déjà été opéré de l'autre genou, c'était pas d'aller le plus vite possible, c'était de venir reprendre en pleine forme. Donc voilà, moi, ce que je peux voir, c'est que j'ai un petit drop du bassin à droite et qui va avec une pronation du pied. Donc, le pied vient s'effondrer un peu et de temps en temps, on a le bassin, tac, qui vient frapper un peu le sol. Voilà, de l'autre côté un peu, mais plus de ce côté. Tac, quand on vient un peu, voilà. Il a un peu plus de mal. Donc, c'est des choses qu'on va travailler. Là, pareil, j'ai quand même une bonne extension, même s'il lui manque un petit peu de propulsion au niveau du grand fessier. On voit que l'attaque est plutôt arrière-pied. Il vient dérouler, voilà, ça tape un peu du pied, mais enfin, moi, en tout cas, à l'œil nu, ça me paraissait assez équilibré entre les deux. Donc là, par exemple, après avoir vu quelque chose comme ça, je vais aller travailler le pied parce que je vois que pour moi, voilà, le problème, c'est que son pied vient s'écraser, ça travaille et on va travailler le pied. Voilà, je ne vais pas vous mettre le son, ça sera plus simple, comme ça je vous explique un peu. Donc on travaille les muscles intrinsèques du pied avec des relevés du gros orteil, des relevés des orteils. On va séparer l'exercice du short foot, qu'on peut commencer avec de l'électrostimulation. Et après, on essaye voilà, d'aller chercher sur des exercices fonctionnels, des single leg Roman deadlift, des fentes. On va travailler aussi les pivots sur les pointes ou les talons. Voilà, dans tous ces sports, on a des pivots. Lui, par exemple, c'est un footballeur qui a été opéré d'un ménisque. Donc, au moment où on reprend la course, quand on voit qu'il y a une petite instabilité au niveau du pied, c'est des choses que je vais travailler. Et dès que possible, voilà, quand il manque de propulsion, on vient essayer de faire une propulsion en essayant de stabiliser le centre du corps et le pied. La barre, c'est pour voir que le tronc soit bien aligné. Donc, les exercices, on peut aussi faire de la pliométrie. Donc là, il vient sauter, il vient descendre vers le bas. Voilà, là, c'est bien. Et pareil de l'autre côté, des exercices dynamiques pour essayer de stabiliser son pied et surtout d'être beaucoup plus tonique au niveau du pied, plus dynamo, plus de pliométrie. Ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver au niveau de la rééducation et qui va nous aider à gagner en stabilité au niveau des deux pieds. Donc, vous voyez, voilà, il y a plein d'exercices à faire sur l'échelle de rythme. Après, on peut faire avec des haies, des sauts sur box. On va introduire progressivement de la difficulté dans sa rééducation parallèlement à la reprise de course. Donc là, la même analyse que nous avons eu avant, avec mes semelles connectées, j'ai directement toutes ces données qui me sortent. Donc là, il est à 171 pas par minute. Ça commence à être intéressant, mais ça reste un peu insuffisant. Entre 175 et 185 pas par minute, ce sera une cadence idéale. Et on peut voir qu'il y a 5% de plus de temps de contact au sol au niveau du pied droit. Donc, un pied moins dynamique, donc ce qui va nous inciter effectivement à travailler beaucoup ce pied. La vitesse moyenne, voilà, c'est la vitesse à laquelle il s'est mis. On lui demande généralement de courir à la vitesse à laquelle il court sur une heure ou quand il court. Donc, ce qui est bien, c'est que ça nous permet de voir l'augmentation de cette vitesse. Donc, on voit là, cette asymétrie du pied, c'est en rouge, ça veut dire que c'est un petit peu important. Les temps de contact au sol, donc effectivement, un pied qui reste un peu plus en contact au sol, qui est moins dynamique. Les temps de double vol, c'est assez faible, donc c'est quand même un coureur qui a déjà une bonne base. Voilà, c'est un footballeur de bon niveau. Et cette même guideline qu'on a vue sur la course à pied, par contre, qu'on a vu sur la marche, sur la course à pied, il n'y a pas de données de la littérature scientifique. Par contre, il faut voir avec chaque patient. Donc là, on a vu sur la marche qu'on avait déjà une grosse instabilité. On a déjà pas mal corrigé ça. La ligne grise est beaucoup moins espacée. Il reste effectivement ce qu'on a vu sur l'analyse, cette petite pronation qui vient, ce pied qui vient vers l'extérieur, qui vient partir vers l'intérieur, avec ce petit écart. Mais c'est déjà, on voit qu'on va dans le bon sens. Donc, ça permet au thérapeute de voir que le travail se déroule bien, mais aussi au patient de voir qu'il ne fait pas toute la rééducation pour rien et que les exercices sont efficaces. Donc, j'ai aussi l'attaque talon. On l'a vu, mais ça nous l'objective totalement parce qu'on voit qu'il attaque talon un petit peu moins de la droite d'ailleurs. Et on voit qu'effectivement, peut-être qu'il met plus de temps de contact au sol pour mettre moins d'impact, pour pas trop charger son genou. Donc, 1,8 kN, ça reste une valeur raisonnable. Et après, il faut ramener au poids du corps. Et généralement, je fais x10. Donc, à peu près 180. Ce coureur-là, il fait 80. Donc, ça fait à peine plus de deux fois le poids du corps, entre 2 et 4. C'est quelque chose qui reste raisonnable. Donc, il a quand même une capacité de modération d'impact qui sera intéressante dans la rééducation. Donc, ça nous permet aussi d'avoir l'évolution et le suivi. Donc là, on peut voir une comparaison entre plusieurs analyses de course. Là, c'est un autre patient qui a été opéré d'une rupture du tendon d'Achille. Donc, on avait commencé à travailler, mais la cadence était assez faible. Même si, pareil, on avait beaucoup travaillé le pied avant. Donc, quand on reprend sur la course, on a peu de compensation parce qu'on a fait tout un travail en amont d'analyse de la marche et de travail en conséquence.
Et quand on attaque la course, on a vu qu'au bout de 3 semaines de travail, donc de travail de pliométrie, travail de tonicité du pied, travail de force, travail de contrôle moteur, on arrive, voilà, il a augmenté sa vitesse moyenne, la cadence est parfaite, il n'y a plus d'asymétrie. Donc, on est satisfait du travail. Donc, on peut voilà, aussi comparer. Mathieu, Oui, dites-moi. ouais, c'est sur tapis de marche, les 2 courses? Les 2 courses étaient sur tapis de marche. Par contre, ce qui est bien, c'est que si un patient me dit qu'il n'a jamais couru sur tapis, il peut aller courir dans son environnement naturel. Je lui passe les semelles, je lui dis va courir 10 minutes autour. Voilà, nous, on a un petit parc autour, pas très loin du cabinet. Je lui dis va courir autour. Alors qu'avant, c'est vrai que quand un patient n'avait jamais couru sur tapis, on disait peut-être viens tel jour à la piste, je vais essayer de te regarder et tout ça. Mais là, les 2 courses, moi, par contre, quand je suis un patient, j'essaie de toujours le faire dans le même environnement. Que ce soit la marche ou la course, s'il commence la marche en marchant dans le cabinet ou en marchant devant le cabinet, toute la rééducation, je referai cette analyse de la même manière. Ça, je vais le noter. Et s'il va courir dehors, on fera toujours ça pour qu'il n'y ait pas de biais. Mais par contre, c'est vrai que moi, en tout cas, déjà dans ma pratique au quotidien, il y a une très bonne reproductibilité des données parce que d'un même patient, j'ai jamais de données folkloriques. Et après, c'est vrai que j'ai vu que les études scientifiques vont dans ce sens aussi. Donc, même si un patient, on a travaillé quelque chose, ça ne change jamais. Ça améliore ou ça change peu, mais il y a jamais de métamorphose non plus, même en travaillant. Mais en tout cas, effectivement, ces analyses sont sur tapis au cabinet. Donc là, voilà, sur cette même évolution et le suivi, on peut voir qu'au niveau de la gateline, on s'est stabilisé dans cette zone. Donc le patient, voilà, fait a plus de contrôle moteur au niveau du pied. Et on voit aussi une petite réduction de l'impact et de l'attaque talon. Donc c'est pareil, c'est des choses qui vont dans le bon sens. On peut expliquer aux patients qu'avec 15 à voilà, en diminuant un peu l'impact au sol de 15 à 20%, on réduit, et en augmentant la cadence, on augmente aussi, on diminue la charge, voilà, l'impact sur le genou et sur la hanche. Donc, c'est des choses à long terme qui sont aussi positives pour un patient qui s'est blessé au pied ou un genou, qui n'avait pas compensé au niveau de la hanche et pas se blesser. Donc, c'est des choses, voilà, c'est toute une éducation thérapeutique qui va dans son sens. Et les patients voilà, sont très demandeurs, ils aiment bien voir leur suivi parce que voilà, ils voient en plus que je pense que ça les motive aussi dans leur travail. Donc, ça peut me sortir des graphiques très simples. Là, ça paraît compliqué à première vue, sauf que c'est tout simple. Voilà, on voit que ce même patient dont on vient de voir les données, il a diminué au fil de la rééducation sa durée d'appui, il a diminué son temps d'oscillation, donc le temps de contact au sol, il a augmenté sa vitesse de propulsion, il a augmenté sa vitesse de foulée, il a augmenté sa vitesse et sa cadence. Et par exemple, moi, si un coureur me dit j'ai mal au bout de 40 minutes, je lui passe les semelles, il va courir 1 heure. Et quand il revient, voilà, il enlève ses semelles. Je ne suis pas obligé d'aller courir à côté de lui, tenir le téléphone. La puce est dans les semelles, il revient. Et ça me permet d'avoir l'analyse et de voir au bout de 40 minutes si, par exemple, je lui demande une accélération ou quelque chose, si quand il accélère, il a plus de temps de contact au sol, il diminue, son pied s'effondre complètement ou il n'a plus de propulsion et compense avec l'autre pied. Ça me donne toutes les informations nécessaires pour mon suivi. Et ça me permet d'être pertinent dans ma rééducation. Donc, pour la reprise, ce qui est important, c'est la gestion de la charge globale. Voilà, c'est ce que font nos patients à côté du cabinet. On leur dit souvent que la rééducation commence quand ils sortent, voilà, quand ils passent la porte de sortie du cabinet. Mais c'est vrai, c'est important de leur apprendre à gérer la charge de travail qu'ils font à côté du cabinet parce que c'est bien beau. Voilà, on reprend la course à pied avec quelqu'un, on lui donne un protocole de reprise et le soir, il fête son anniversaire en boîte de nuit ou c'est quelqu'un qui doit courir après ses enfants. C'est des choses qu'on doit intégrer dans le cabinet. Voilà, cette alliance thérapeutique avec le patient, elle est indispensable et nécessaire. On essaie d'avoir un monitoring de la douleur, même si c'est différent pour chaque patient et chaque pathologie. Il n'y a pas de recette clé. C'est pour ça qu'on a regroupé dans un sujet vaste beaucoup de pathologies, beaucoup de choses, mais ça me paraît groupable, ça me paraît intéressant. Par contre, généralement, moi, j'essaie d'apprendre aux patients que selon la pathologie, ça peut le tirer. Par exemple, sur une bande iliotibiale, on va demander très peu de douleur. Par contre, sur une tendinopathie d'Achille, on pourra chercher 4 à 5 de douleur sur le moment. Par contre, la douleur ne va pas empirer après, le lendemain. Souvent, c'est ça. C'est que après avoir couru le lendemain, la douleur doit être modérée, surtout ne pas avoir empiré. Donc, on va essayer d'avoir un suivi. Moi, je leur demande d'avoir un petit cahier, de noter leur intensité perçue au cours de l'effort et d'avoir la douleur perçue pendant l'effort. Donc, on essaie d'avoir ce suivi et on note. Ça nous permet d'analyser la reprise. Donc, le message qu'il faut leur faire passer aussi, c'est de courir moins et plus régulièrement. C'est-à-dire, par exemple, un patient qui ne fait rien la semaine et le dimanche, c'est son jour libre, il va courir 1h30. On va essayer de lui faire courir, lui amener à courir progressivement plutôt 3 fois 30 minutes ou 1 fois 45 minutes et 2 fois 20 minutes, même si c'est un peu plus contraignant dans sa vie personnelle. Mais on va lui montrer que c'est de cette façon que le corps s'adapte à la charge
qu'il met sur ses structures, donc voilà, ses tendons, ses ligaments, ses muscles, qui ont besoin de stimulation pour s'adapter à la charge. C'est pareil, au niveau de l'augmentation, on essaie de ne pas augmenter de plus de 10% max par semaine. Donc, on essaie de responsabiliser le patient, noter un petit peu ses données, ou nous de le faire si c'est une reprise de course. Et bien sûr, d'augmenter d'abord le volume, après l'intensité. Et l'intensité, elle doit rester modérée dans un entraînement de haut niveau. Quand on voit même les coureurs de haut niveau, ils s'entraînent généralement 10 à 20% d'intensité maximum par semaine, pas plus. Donc, ça veut dire que le 80% du temps, ça peut être du seuil, ça peut être de l'endurance, mais les séances vraiment intenses sont limitées. Quand on voit des patients qui débutent, ils ont tendance à faire toutes les sorties à fond en se disant « Ouais, si je cours très vite, je suis fatigué, ça me fait du bien. » Mais il faut apprendre à courir longtemps pour après courir vite. Et l'intensité d'une semaine à l'autre, voilà, c'est 3-5% maximum dans les données de la littérature. C'est l'intensité et le dénivelé, c'est les dernières choses à introduire et c'est là qu'il faut y aller le plus progressivement. Donc voilà, pareil, j'avais beaucoup aimé ce tableau de Thomas Lord-Mancher. Je pense que ça fait rire les patients, mais quand ils me disent qu'ils ont fait le week-end, souvent ça me fait penser à ça. Ouais, j'ai couru 1 heure, mais tranquille. En reprise, surtout les patients, pas mes patients, parce que voilà, je suis assez. On dirait Fabrice Millet. Oui, c'est un peu ça. Ouais, mais des fois, les gens, ça les fait rigoler, mais moi, ça me fait penser exactement pareil, parce qu'ils veulent aller beaucoup trop vite. Et c'est ce qu'ils faisaient avant, mais il y a 6 mois avant d'être opérés. 1 heure, ça leur paraît normal. Mais voilà, je reprends souvent la métaphore de c'est 10 000 sauts. Je vais vous demander maintenant de faire 10 000 sauts sur une jambe. Mais ils vont dire non, bien sûr que. Et donc voilà, il faut y aller vraiment progressivement au niveau du volume, de l'intensité, du dénivelé. Ça restera le maître mot. Et avec une bonne gestion comme ça, on ne se blesse pas. Pareil, j'essaie de montrer ce schéma à tous mes patients. Ça s'appelle la quantification du stress mécanique développée par la clinique du coureur et Blaise Dubois. Ça paraît un graphique bien compliqué au début, mais c'est très simple à comprendre. Donc, en rouge, la ligne rouge que vous voyez en haut, c'est la capacité maximale d'adaptation du corps. Donc, c'est une capacité qui peut varier selon les années, selon notre niveau, aussi selon la vie personnelle et familiale. Voilà, selon la façon dont on dort, le stress qu'on a au travail, il y a plein de choses qui vont évoluer. C'est pour ça qu'il n'y a pas de recette miracle et que les protocoles de reprise clés en main pour tout le monde ne fonctionnent pas. Et qu'on a encore du travail, et tant mieux. Donc, cette capacité maximale d'adaptation, on va essayer de s'en approcher, mais de jamais la franchir. Le problème, par exemple, là, ça, c'est le cas d'un sportif. Donc, il est sédentaire, il ne fait rien. Là, il va marcher un peu. Ce jour-là, c'est son dimanche, il est au repos. Il dit, je vais aller faire 1 heure de footing. Chez nous, on fait la corniche, voilà, bord de mer. Il revient, son corps n'était pas prêt, il allait trop loin, il a mal un peu après, ça gonfle, il raide. Il se dit, je vais faire quoi? Je vais faire 3 jours de repos, j'attends, je ne fais rien. La semaine d'après, il n'a pas le temps. Le dimanche d'après, il refait ça. Et il ne s'adapte jamais. Il dit, la course à pied, ça fait mal et ce n'est pas pour moi. Sauf que nous, notre but, voilà, c'est d'apprendre à l'amener à être entre les 2 zones. Donc, le vert, c'est le stress minimum pour créer une adaptation. Si je reste dans mon canapé devant la console, le corps n'a aucune adaptation. Par contre, on va aller progressivement essayer de l'amener dans cette zone à gérer. C'est tout un art à gérer l'intensité, le volume et la répartition des entraînements au fil de la semaine pour qu'il s'adapte. Donc, lui apprendre à reconnaître ses sensations, à voir qu'il peut avoir une petite gêne après l'effort, mais que le lendemain, ça va être passé, pour être toujours dans cette zone. Et au fil du temps, ça va augmenter progressivement. Donc, je crois que sur le site de la clinique du coureur, voilà, il y a un outil où on peut, qui permet de monitorer un peu ça. Mais moi, les semelles me permettent aussi de travailler ça parce que je vois la modération d'impact au fil du temps. Donc c'est quelque chose que j'utilise. C'est 2 choses que j'utilise. Donc, un exemple concret de reprise, même si voilà, c'est général. Mais ce qui est intéressant dans une première phase, c'est d'alterner la marche et la course pour mettre plus de contraintes au niveau de la course. Et la marche permet de diminuer ce fameux stress mécanique. Donc, les premiers jours, on dit aux patients, allez courir 5 minutes ou il va nous dire, 5 minutes, je n'ai même pas les semelles. Mais il faut passer par là pour courir longtemps dans le futur. Mais courir peu au début et pouvoir courir très longtemps. Donc, les premiers jours, ça commencerait par 3 minutes de course, 2 minutes de marche, 3 minutes de course. On peut compléter ça aussi par un travail, ce qu'on appelle l'entraînement croisé. Ça peut être du vélo, de la natation, du renforcement musculaire, voilà, selon les besoins du patient. On essaie de courir 1 jour sur 2 pour que le corps ait le temps de récupérer et qu'on reste bien entre les 2 cours d'adaptation. On va aller chercher sur un 3e jour, par exemple, 3 minutes de course, 2 minutes de marche, 2 minutes de course, pour aller chercher progressivement, au bout du 14e jour, 15 minutes de course en continu, ce qui est déjà pas mal. Et au bout de 3 semaines, à peu près 30 minutes. Donc ça, c'est une base. Certains patients vont pouvoir aller plus vite. Le patient qui n'a aucune douleur dès les premières phases, qui saute toutes les étapes, il va pouvoir aller beaucoup plus vite. Le patient qui, au bout du 3-4e jour, a des douleurs qui augmentent et qui ne passent pas, on va revenir un petit peu en arrière, on va maintenir ça le temps que son corps s'adapte et on va augmenter en toute logique petit à petit. Moi, je me souviens qu'il y a quelques années, je nageais avec
j'allais m'entraîner à vélo avec un triathlète qui faisait des Ironman et il nous disait qu'il reprenait la course à pied par 5 minutes et ça m'avait paru surréaliste. Et maintenant, avec quelques années de recul, ça me paraît très intelligent. Donc, au niveau des exercices complémentaires, on peut faire tout ce qui est la partie gainage du pied, comme on a vu. Le travail de force pour diminuer les contraintes qui est primordial, on verra au fil du temps. Voilà, les coureurs à pied n'aiment pas trop. Généralement, quand ils reprennent, ils vont tout de suite courir et ils font rien d'autre à côté. Mais ce travail moi, j'aime bien aussi donner des gammes d'athlétisme quels que soient les patients, quels que soient les sports, pour les aider à améliorer leur foulée. Tout ce travail de choré, comme on appelle en anglais, ou de stabilité du centre du corps, voilà, de stabilité lombopelvienne, et un travail de mobilité active et passive. Donc, sur les exercices, il faut rester simple. Voilà, les exercices de cirque, généralement, il y a très peu d'activation. On essaye d'amener les patients sur des exercices qu'ils peuvent réaliser, leur enseigner bien au début et les amener. Donc, ça peut être des squats, d'abord sans poids, des fentes, des soulevés de terre, du hip thrust, step up, step down, donc monter sur step, descendre de step, tout ce travail anti-rotation, gainage dynamique. Donc, c'est des exercices qui sollicitent les chaînes musculaires que les patients ou que les coureurs vont être amenés à rencontrer au fil de leur éducation. Donc, quand on fait ça, on essaye dans les premières étapes de reprise, de venir préparer le corps avec ça et après d'accompagner pour gagner en force. Et en gagnant en force, on améliore aussi l'économie de course. Voilà, plus les muscles sont forts, plus ils vont encaisser la gravité, encaisser la foulée et diminuer la charge et la contrainte qui est exercée. Donc, pareil sur ces exercices, on peut voir ici soulevé de terre, des exercices pluriarticulaires de base. Single leg deadlift sur une jambe, très bien aussi, pour le contrôle moteur au niveau des ischio-jambiers, des grands fessiers. Et monter sur step, comme on a vu. Là, c'est un exercice que j'aime beaucoup pour travailler la réactivité, le sprint. On contrôle la flexion de hanche et on vient pousser bien fort au niveau du grand fessier comme un départ de sprint. On a toute cette stabilité du centre du corps. J'essaie de trouver des exercices qui soient proches de la course à pied. Donc là, par exemple, c'est un pont fessier, mais on va aussi travailler la flexion de hanche tout en mettant une activation avec l'élastique. Je ne sais pas si on se voit très bien, mais une activation au niveau de l'élastique pour activer les abdominaux et le contrôle du centre du corps. Celui-là, pareil, contrôle anti-rotation en position planche de côté. On vient tirer fort vers l'arrière et en même temps, on vient faire une flexion de hanche pour travailler cette stabilité ici sans que le corps ne parte en rotation. Là, ici, je viens aussi ça peut se travailler sur un bosu ou sans bosu. Je viens en position planche, je viens fléchir le genou et tendre la jambe. On travaille aussi le mollet. D'abord, voilà, ça peut être sur des montées sur deux jambes ou après un travail dynamique de propulsion, donc sur des petits sauts dynamiques pour travailler la pliométrie, le mollet. Voilà, au niveau des étirements dynamiques, j'essaie de montrer à tous mes patients pour l'entraînement au niveau pour améliorer leur mobilité et surtout pour qu'ils fassent ça en échauffement, qu'ils introduisent. Nous, ce qu'on essaie de leur donner, c'est des clés en main pour qu'ils puissent être en autonomie et progresser au fil de leur pratique. Donc, on leur enseigne pas mal de techniques. Voilà, sur des étirements dynamiques, ils peuvent le faire avant l'entraînement. On leur dit que les étirements passifs, par contre, ne sont pas du tout recommandés parce qu'ils augmentent le risque de blessure et ils baissent le risque de performance. Donc, on va aller chercher des étirements dynamiques en flexion, extension de hanche, abduction, adduction. On va aller chercher aussi la chaîne postérieure en ancrant le talon dans le sol et en descendant dans le talon. Donc ça, on peut faire ça juste avant son footing, en commençant à courir. On peut même mixer, comme on a vu avant, un petit peu de course à pied en reprise, des exercices de mobilité et du renforcement. C'est-à-dire, par exemple, on court, on fait des squats, des accès, on refait les 3 minutes de course, des fentes et on recourt petit à petit. Donc, on va faire ce travail de gamme aussi. Pareil, je vais vous enlever son. Donc, sur les gammes A, B, C, D. Donc, A, c'est plutôt des montées de genoux. B, c'est, voilà, là, c'est la gamme D, c'est les talons de fesses. Donc, en analytique d'un côté et de l'autre. Après, on va aller chercher, oui, pareil, sur les talons de fesses pour apprendre aux patients à courir. Et après, on va aller chercher le fouetter au niveau comme si on voulait caresser le sol et écraser la chaussure dans le pied pour aller travailler la propulsion. Et la dernière gamme en statique, c'est de venir faire des petits pas et de venir faire des propulsions d'un côté et de l'autre. Voilà. Pour travailler bien ce grand fessier, toute cette chaîne d'extension. Et voilà. On va aussi chercher tout un travail de foam roller en récupération. Ça, c'est toujours intéressant, leur montrer des petites clés pour qu'ils apprennent à mieux récupérer au fil du temps. Donc, en partant, moi, j'aime bien leur montrer une petite routine où ils commencent au niveau du mollet. Voilà, au niveau du mollet, ils montent progressivement en faisant les ischio-jambiers, un travail au niveau des fessiers.
au niveau de mobilité dorsale et pour finir, un travail au niveau de la base du cou pour relâcher un peu le système parasympathique. En conclusion, voilà, ce qui est important dans la reprise de la course après avec une blessure, c'est la gestion de la charge, quelle qu'elle soit. Tout le monde est capable de reprendre à bon niveau, mais en gérant la qualité et la quantité de ses entraînements. Et vu les bénéfices de santé de la course à pied, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant dans toutes les pathologies et tous les patients sont amenés à courir. C'est vrai qu'il y a quelques années, dès qu'un patient avait mal au genou, au dos, on lui disait arrêtez de courir, c'est pas bon pour vous. Alors que là, on voit au niveau de toutes les études, voilà, même les médecins vont de plus en plus dans ce sens, que la course à pied elle a des bénéfices à tous les niveaux. Donc voilà, j'encourage tout le monde à courir en reprenant de manière réfléchie. Donc je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur mon mail ou sur Instagram ou à poser des questions voilà, maintenant. Super intéressant. Mathieu, merci. La première question, c'est uniquement, il y a Frédéric qui pose une question que je vais te poser à toi, Mathieu, en tant que master kinésithérapeute. C'est qu'est-ce que ça t'a apporté réellement dans la pratique, les semelles connectées? Et après, ce qui serait bien, c'est que Fabrice, en tant que podologue, tu réponds aussi à la question, même si tu travailles pour Digital. Comme ça, on aura le côté masseur, kinésithérapeute et le côté podologue. C'est vrai que merci, c'est une question intéressante. Quand j'avais entendu parler des semelles, au début, je m'étais dit, ouais, ça serait plutôt réservé pour les podologues. C'est pas forcément c'est pas quelque chose qui va m'apporter dans ma pratique. Et souvent, j'ai utilisé des outils connectés, mais ça marchait pas. Ça mettait des heures à se connecter. Les résultats étaient erronés. Donc, en kinésithérapeute en libéral, on n'a pas beaucoup de temps. On doit être très efficace. Et j'ai eu un petit doute au début. Et en fait, quand j'ai commencé à utiliser les semelles, en plus, moi, j'ai 2 enfants en bas âge, j'ai assez peu de temps. Donc, j'ai pas eu non plus de beaucoup de temps pour lire les manuels. J'ai commencé dès le premier jour à les utiliser sur moi. J'ai vu que c'était super intuitif parce que tout est en code couleur. Il y a des petits points d'interrogation voilà, qui nous expliquent chaque paramètre, voilà, chaque analyse qui nous explique les valeurs de base et ce qu'on doit trouver. Et donc, j'ai commencé sur moi, puis un autre patient, 2 autres patients, 3 autres patients, 4 autres patients. Les patients étaient demandeurs. J'ai commencé à montrer à mes collègues kinés, à expliquer. Et dans ma pratique, ça m'a apporté énormément de réactivité et surtout d'efficacité parce que dès le début, je pars sur une bonne base au niveau de l'analyse de la marche. Et voilà, tout le monde marche. Je pense que tout le monde marche pour venir au cabinet. On a forcément des appuis là-dessus. Donc, parfois, je vois certaines choses que je n'avais pas vues ou souvent, je vois des choses soit complémentaires, soit qui sont la dernière pièce du puzzle qui me manquait. Donc, par exemple, voilà, ça me permet sur des patients de travailler. Je travaille beaucoup le long fléchisseur du gros orteil, qui est un muscle qui est primordial dans le décollage au niveau du pied. Si c'est un muscle qui est moins puissant, on va forcément avoir on va devoir faire plus de travail au niveau du genou ou de la hanche. Et donc, au fil du temps, voilà, c'est des petites douleurs qui viennent au niveau du genou et de la hanche. Avant, j'aurais eu tendance à travailler la mobilité, renforcer le genou à hanche, le genou, la hanche, détendre, faire plein de choses. Et maintenant, je vais souvent travailler le pied ou ça peut être la hanche pour quelqu'un qui a un problème de pied parce que je vois qu'il sursollicite. Voilà, j'ai eu des personnes avec des fasciopathies plantaires ou des tendinites du tendinopathie d'Achille et je voyais qu'ils n'avaient aucun contrôle au niveau des fléchisseurs de hanche. Ce n'est pas forcément la première chose qu'on va chercher dans ce type de pathologie. Et en travaillant un peu ça a déchargé au niveau de leurs pieds et ça m'a permis d'avancer dans la blessure. Donc, j'ai senti vraiment un avant et un après. Et la dernière chose, c'est que de temps en temps, nous, on voit les patients régulièrement. Moi, j'essaie toujours de regarder mes notes ou de noter à chaque séance. Mais ça me permet aussi, voilà, quand la rééducation avance pas quand je veux ou quand j'ai un petit doute, de revenir en arrière ou de repasser une analyse pour voir si le patient a progressé ou pour voir si j'ai manqué quelque chose et me dire peut-être que j'ai pas assez travaillé ça. Voilà, j'ai cette analyse objective. Donc moi, j'essaie toujours de cette analyse au dynamomètre de tous les paramètres de force. Et je pense que vraiment, cette l'analyse des semelles connectées était le maillon de la chaîne qui me manquait et c'était parfait pour compléter ma pratique. Merci. Je pense que Fabrice a des choses à rajouter. Je vais rajouter. Après, on a des points en commun parce que effectivement, le problème de communication qu'on a aujourd'hui avec nos patients, parce qu'on n'avait pas grand-chose à leur montrer, est en partie résolu parce que du coup, ça permet de montrer un petit peu les résultats, en tout cas que le patient s'intègre un peu plus dans le protocole de soins qui est mis en place et puis qu'il ait la vision des objectifs qu'on peut lui donner à atteindre, que ce soit en termes de rééducation ou en termes de podologie par rapport à ce qu'on va rechercher sur des semelles ou sur autre chose. Sur Digital Pro, qu'est-ce que ça au niveau de podologie? Ça me permet d'avoir une vision globale du patient parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que pour soigner,
si on n'est que podologue ou que kiné, on n'y arrive pas, qu'il faut un ensemble de métiers. On est content qu'il y ait les kinés pour renforcer. Dans certains cas, les kinés sont contents qu'on soit là pour les aider aussi. Donc, ça permet d'avoir cette visibilité un petit peu globale du patient, de manière beaucoup plus précise au niveau de la podologie. Ça permet d'objectiver toutes les déformations en dynamique et chaussée. Quelque chose qu'on n'avait pas auparavant, parce qu'avant, on regardait les gens marcher pieds nus, souvent dans le cabinet. Là, l'avantage, c'est qu'ils sont chaussés, ils peuvent aller à l'extérieur. Et sur la course à pied, de la même façon, on les laisse courir. Il n'y a pas, comme Mathieu le disait, s'ils ont l'habitude de courir sur tapis, on les fait courir sur tapis. S'ils n'ont pas l'habitude, on les emmène dehors. Ils courent tout seuls, c'est-à-dire qu'ils ne se sentent pas observés. On a une certitude des résultats et sur un temps qui n'est pas forcément très, très long au niveau de ça. Donc, voilà. Et puis après, sur un point où on a tendance à avoir beaucoup de difficultés, c'est sur les enfants. Parce qu'on sait que les enfants, leur expliquer des choses, c'est un peu plus compliqué. Souvent, les parents sont très demandeurs parce qu'ils ont peur que ça se passe mal. Donc, du coup, sur les enfants, ça permet, on sait qu'il y a une grosse partie des valgus chez l'enfant qui se corrige automatiquement. Donc, ça permet de suivre la déformation au fur et à mesure du temps et de communiquer facilement avec les patients, avec surtout les parents et avec le médecin et de suivre l'évolution au fur et à mesure du temps. Et puis, moi, sur les choses qui reviennent un petit peu avec le sujet d'aujourd'hui, sur la course à pied, ça me permet aussi de conseiller sur les chaussures qui peuvent être utilisées et notamment sur les chaussures qui peuvent être, en tout cas pas cause de blessure, mais qui peuvent être un peu plus l'origine de certaines blessures et être la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Donc, vraiment être sur le conseil et sur de la reprise de la course, se dire pourquoi mon patient il s'est blessé avant, est-ce que c'est lié par rapport à un traumatisme ou est-ce que c'est lié par rapport, comme disait Mathieu, à des charges d'entraînement trop importantes. Et c'est vraiment cette vision globale qu'on peut avoir. Merci Fabrice. Une autre... ça c'est mon chien. Une autre question pour Mathieu? Alors, il y a une question sur je suis en clinique, beaucoup de patients sportifs, mais aussi des personnes âgées avec des travails de prévention des risques de chute. Est-ce qu'il y a une utilité? Bon, je vais continuer à répondre, ça ne dérange pas, Romain. Après, bien sûr, il y a une très grosse utilité sur la personne âgée. Quand je disais qu'on a une vision globale, c'était ça aussi. C'était que quand vous avez une personne âgée qui arrive en cabinet, ça permet de, pas dire diagnostiquer, mais en tout cas évaluer de manière très précise le risque de chute, où elle en est dans sa mobilité, de savoir quelle peut être l'utilité des chaussures, quelle peut être l'utilité de séances de kiné. Donc, et ça permet surtout, voilà, moi c'est surtout ça. C'est comme je disais tout à l'heure, tout seul aujourd'hui, en tout cas sur une personne âgée, on ne peut pas s'en sortir. Donc, c'est important de pouvoir les orienter vers des kinés en leur montrant les choses parce que souvent, les personnes âgées, elles ne se voient pas progressivement régresser au niveau de la marche. Elles se rendent compte qu'elles marchent moins vite. Mais du coup, ça leur permet de mettre des valeurs sur quelque chose, sur des sensations. On fonctionne, Mathieu disait, sur la cote de douleur, par exemple, sur les sportifs, c'est important. Mais sur une personne âgée, elle se rend compte qu'elle marche moins vite. Et du coup, c'est de mettre une valeur sur la vitesse à laquelle elle va marcher, à laquelle sa longueur de foulée, et ça va être utile là-dessus. Et puis après, sur le kiné, ça lui permet de vraiment personnaliser le protocole de soins par rapport à toutes ces données-là et de pouvoir suivre l'évolution de la mobilité. Et puis il y a un des paramètres qui est quand même fantastique dans la solution pour les personnes âgées, c'est quand même la hauteur minimum du pied, qui fait que ce soit que pour les kinés, pendant la phase de rééducation, on peut voir justement la progression de la hauteur minimum du pied et s'assurer que la marche à la fin de la rééducation est confortable ou en tout cas sécurisée versus quelqu'un qui a une hauteur minimum de pied qui est très basse. Voilà, comme Mathieu l'a montré, suivant les pathologies, en fait, on va se concentrer sur différents paramètres que propose Digital Pro, que ce soit par exemple sur le début du LCA, comment mon patient va compenser par rapport à son manque de flexion au niveau du genou, parce qu'on sait très bien qu'au début, la flexion est réduite, donc comment il va pouvoir compenser, et puis au fur et à mesure de la récupération d'amplitude, on se rend compte que la marche va être de mieux en mieux. Et puis des fois, ça permet, moi je l'ai vu sur quelqu'un de ma famille suite à une prothèse de hanche où il avait conservé la boiterie, c'est des gens forcément qui ne se rendent pas compte parce qu'ils boitent, ça a toujours été leur manière de marcher. Ça permet aussi de mettre le doigt sur certaines choses comme ça. On sait tous que la prothèse de hanche était pour toi, Fabrice. Mathieu, le retour de tes patients quand tu utilises ce type d'outil, ils le perçoivent comment? Je pense qu'ils le perçoivent comme un vrai plus, comme un apport technologique. Moi, honnêtement, pour aller dans le sens de Fabrice, je l'utilise sur tous mes patients. Voilà, bon, pas forcément sur des épaules ou sur des lombalgies, mais je crois qu'à part ça, sur tout, de l'enfant, la personne âgée. Pour le moment, comme il y a une grande amplitude de semelles, j'ai jamais eu encore personne qui m'a dit je fais du 53 et je peux pas mettre les semelles.
Donc voilà, même des basketteurs qui arrivaient, on a pas mal de basketteurs de haut niveau qui me disaient ouais, je fais du 47, je disais bah, pas de souci. Hein. Ils me regardaient un peu, genre ah ouais, bon. Bah. Et donc les patients, ils le perçoivent comme un vrai plus, et surtout des fois des patients que j'ai pas vus pendant 1 an ou 2 ans et qui reviennent pour autre chose. Voilà, je suis content de voir, enfin, ils voient qu'on progresse aussi, que la kinésithérapie avance. Donc, en tout cas, ça a été hyper bien accueilli par tout le monde. Ça les intéresse beaucoup de voir les données technologiques. Certains me demandent d'exporter aussi les données, de leur envoyer ou d'envoyer leur médecin, parce que ça, et pour nous, c'est hyper facile à faire. Voilà, je génère un PDF, j'envoie directement par mail et je leur envoie. Et je pense que c'est quelque chose qui m'aide comme kiné aussi à marquer la différence et à montrer aux patients qu'on fait vraiment tout le meilleur pour eux. Donc, je ne sais pas si tu as bien répondu à la question. Si, tu as bien répondu. Est-ce que dans ta pratique, tu arriverais un jour à proposer ça même à des patients qui ne sont pas patients, qui sont qui sont dans la recherche de la performance sportive, et à créer presque une base de données de patients en bonne santé presque. Voilà. Oui, bien sûr. Moi, honnêtement, je le fais avec tous mes patients. Quasiment n'importe quel bilan. Pas vraiment une épaule enfin, et même encore des fois, ça vaut le coup de voir, mais au niveau des patients qui sont en réathlétisation, qui ont des blessures musculaires il y a longtemps et qui viennent travailler, ou c'est quelque chose qu'on essaie de développer progressivement. Voilà, je pense que dans le futur, ça va être intéressant de travailler. Je sais qu'on a une grosse demande sur la recherche de performance et l'augmentation et je vais dire plutôt la diminution du risque de blessure. Donc ça, c'est quelque chose d'essentiel, parce que ça, Fabrice en a un peu parlé, c'est quelque chose que je n'ai pas parlé, mais c'est vrai que par exemple, de voir l'attaque du pied, c'est quelque chose qui peut nous permettre d'aider le patient ou l'athlète à choisir sa chaussure, à diminuer, et à voir aussi qu'il augmente en performance. Hein. Le fait de voir qu'il arrive sur la même course à augmenter en vitesse, qu'il augmente la cadence. Je sais que les athlètes sont très, très demandeurs. Enfin, moi, j'ai eu personne qui n'était pas content de faire ça ou qui m'a dit ça m'embête. Donc, c'est vraiment, on a cet aspect. Ça peut être prévention de chute sur une personne âgée en regardant la vitesse du pas ou effectivement la hauteur du pas. Et ça, pour moi, ça me paraît primordial aussi, parce qu'une personne âgée qui se casse le col du fémur, on connaît les conséquences. Donc, mais le sportif de très haut niveau qui veut augmenter sa performance fait partie des personnes avec qui j'utilise. Et ce qui est bien, c'est que c'est une petite mallette, donc je peux l'emmener sur le terrain. Et puis voilà, ça peut être des tours de terrain, voir un petit peu la foulée de chacun. Et je pense que moi justement, en fait, cette année, je fais un petit peu. J'ai des sportifs au cabinet, j'ai du sportif professionnel à la petite mamie, mais je vais un peu moins dans les équipes parce que j'ai pas trop de temps. Mais j'ai dans le coin de ma tête que le jour où je retourne un peu travailler avec des équipes, le jour où je retourne sur le terrain, j'utiliserai ça, par exemple, en bilan de prévention en début d'année, pour permettre de voir au début de la préparation physique l'été et après un travail. Et ça permet aussi d'individualiser le travail de préparation physique. Il y a certains sportifs qui vont avoir besoin plus de contrôle moteur au niveau de la cheville, d'autres qui vont avoir besoin plus de force de propulsion de réactivité. Et donc, bientôt, d'ailleurs, normalement, ces semelles permettront d'analyser les sauts, donc par exemple sur des counter movement jump, des squat jump. Donc ça, j'attends avec grande impatience, parce que pour les sportifs, je pense que ça sera la chose ultime pour nous permettre d'analyser de manière très rapide et efficace tous les paramètres de performance. Alors, en parlant d'évolution de produits, donc tu viens de l'évoquer, on va avoir des modules de saut, de performance qui sont en train d'arriver. Tu vas faire partie des premières personnes à les essayer dans les quelques jours, quelques semaines qui arrivent là. Et j'ai une question de Patrick aussi qui nous demande à quand des semelles Digison permettant de vérifier les corrections mises en place dans les orthèses in situ en même temps. Donc là, ça fait partie des évolutions du produit aussi. Et en fait, toutes ces innovations ou ces produits, on appelle ça des extensions. En fait, la porte d'entrée va être la solution Digitsol Pro, dans laquelle vous avez tous les paramètres de marche et de course qu'on vient d'évoquer, qu'on a survolé parce que Mathieu a fait un résumé. On ne voulait pas du tout faire une approche commerciale. Donc, il a fait un résumé de l'ensemble des paramètres. Au total, c'est 39 paramètres. Et à côté de ça, on va avoir des extensions telles que le saut pour les kinés ou telles que la validation et même la recommandation de semelles pour les podologues. Ça, c'est en train d'arriver. Mais quoi qu'il en soit, la porte d'entrée sera Digitsol Pro. Et ce que vous dire, Fabrice, c'est que si vous voulez les extensions, il faudra passer par la porte Digitsol Pro. N'est-ce pas, Fabrice? Exactement ça. C'est des choses qui sont en train d'être testées sur le dessus. C'est des choses qui demandent un peu plus de validation que certaines autres extensions. Donc, c'est des choses
où les supports sont déjà produits et qui sont en cours de validation. Donc, on travaille dessus. Est-ce qu'une dernière question pour Mathieu ou pour Fabrice pour sa prothèse de hanche? On en reparlera plus tard. Il y a souvent des webinaires qui vous des notions intéressantes. On essaye d'en faire régulièrement. Après, ça, Mathieu peut en témoigner. Je pense que ça demande beaucoup de travail. Donc, et en amont, ça demande aussi pas mal d'analyse. Donc, on essaye d'en faire régulièrement. Là, c'était celui d'avant les vacances. Je pense qu'il y en aura un autre qui se fera sûrement courant octobre, le temps de laisser passer les vacances et le temps de refaire un sujet qui soit tout aussi intéressant qu'aujourd'hui. Et puis, je te coupe, Fabrice. Il y a les webinaires comme ça qu'on fait avec Mathieu qui partagent ou d'autres qui partagent leur expérience sur des pathologies. Et il y a aussi ce qu'on appelle des webinaires récurrents qui sont organisés avec Fabrice et moi tous les premiers jeudis de tous les mois. Tous les premiers jeudis de tous les mois, on organise un webinaire récurrent. Et là, on fait paramètre par paramètre pour expliquer beaucoup plus en détail le paramètre associé à un patient, ou en tout cas ce qu'on peut retirer de chaque paramètre. Ce qui permet à toutes les personnes qui ont acheté la solution, qui utilisent la solution ou qui veulent l'acheter, de venir se former et c'est gratuit, ils peuvent venir tous les mois. Tous les premiers jeudis de tous les mois, vous prenez l'apéritif en direct avec Fabrice Millet et Romain Jouvencel et c'est un moment qui est relativement agréable. Voilà, on essaye de prendre un patient différent, en tout cas un cas différent à chaque fois pour voir ce qu'on peut en sortir, que ce soit côté podo, que ce soit côté kiné. Et voilà. Et peut-on revoir certains webinaires? Oui, sauf les webinaires récurrents, tous les autres webinaires sont accessibles depuis la plateforme YouTube. Vous tapez Digitsol et vous avez tous les autres webinaires qui ont été faits depuis un peu plus d'1 an, 2 ans maintenant, je crois, qui sont sur différents sujets. Il y a notamment on parlait tout à l'heure de la personne âgée. Il y a eu Thomas Laure-Blanchet qui nous en a fait 2 sur le syndrome d'Amand iliotibial. Et le deuxième, je ne sais plus sur quoi c'était. Enfin, on en a pas mal qui ont été proposés qui sont très complets aussi. Et puis, si vous voulez, vous pouvez même progresser en anglais, parce qu'il y en a qui sont en anglais, il y en a qui sont en espagnol. Donc, vous pouvez pas uniquement que progresser dans la technologie, mais aussi dans les langues. Il y a d'autres physios, d'autres pays qui nous ont fait, comme Digitsol est distribué dans toute l'Europe et les États-Unis, on a eu dans différentes langues aussi. Donc c'est marrant parce que ça permet aussi de voir d'autres professionnels de santé, comment ils abordent aussi les pathologies par rapport à leur manière de travailler. Donc on se rend compte que c'est des métiers qui sont quand même équivalents, mais il y a des petites approches des fois qui sont un peu différentes. Je pense qu'on peut clôturer. En tout cas, Mathieu, super sympa de ta... Merci beaucoup, Mathieu. Merci pour le travail, merci pour le partage. Merci à vous pour l'invitation. Au début, j'avais plus trop de voix. Là, j'ai un peu des allergies en ce moment. J'avais un peu des allergies en ce moment, mais ça va, c'était intéressant. Non, c'était top. C'était super intéressant. Merci Mathieu, merci Fabrice. Merci beaucoup. Passez une bonne soirée. Merci à vous. Bonne soirée. À bientôt. À bientôt. Au revoir.